À toi. Alors bonjour tout le monde, très heureuse de me retrouver aujourd'hui en compagnie de Benoît Chalifou. On s'est connus en plus, Benoît, il n'y a pas si longtemps. Une rencontre, je pense, marquante. Là, tu sais, quand on dit marquante, des fois c'est parce que ça nous touche, puis des fois c'est parce que c'est comme wow, on dirait fallait se rencontrer. Et ce qui le prouve encore plus, c'est qu'on a chacun publié un livre récemment. Et nos livres semblent se rejoindre sur plusieurs points, même si on est dans des thématiques qui peuvent sembler différentes au départ. Alors, écoute, tout de go, je te lance, Benoît, vers la première question. On va se donner des questions comme ça et des réponses, puis essayer de présenter le contenu des deux livres là, de manière succincte et on l'espère agréable, bien sûr. Absolument. Quel plaisir de te revoir une fois de plus. Puis effectivement, c'est comme il arrive rien pour rien, on va en Mm. parler. Je l'ai appris d'une autre manière dans ton livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré d'un coup, comme on dit. Ça m'amène à ma première question, hein. La première question, c'est euh, comment tu es arrivé, on sait ton style d'écriture, que tu as écrit plusieurs livres super populaires, et là, c'est quand même c'est un sujet Mm. particulier. C'est un thème particulier. Comment tu es arrivé à rencontrer Thomas de Kooning et d'arriver à ce sujet-là? Je trouve ça fantastique. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ouais, ben j'ai l'impression que c'est comme un moment, comme si j'avais un rendez-vous de vie, mais je le savais juste pas là, parce que j'ai connu Thomas pour un autre projet de livre, en fait, sur la biodiversité, un livre qui s'intitule La Terre et la vie et nous, qui sort à la fin octobre. Mais quand je l'ai rencontré, c'est sa femme qui, à un moment donné, m'a juste donné un indice. Elle m'a dit, vous savez, j'ai toujours dit que mon amoureux ou mon conjoint venait d'une autre planète. Je dis, pourquoi vous dites ça? Et c'est ça qui a amené l'histoire du Petit Hmm. Prince, du fait que Thomas avait rencontré Antoine de Saint-Exupéry quand il avait 8 ans, a passé un moment avec lui, lui a posé une tonne de questions et donc aurait inspiré ce fameux personnage du Petit Prince, ce qui est pas rien. Un Québécois, je me disais comment ça qu'on le sait pas davantage et c'est ça qui m'a... Après, ça a continué de me trotter dans la tête, puis ça m'a pris quand même de l'audace parce que je connaissais l'humilité de Thomas. Et je savais qu'il voulait pas comme mettre l'accent trop là-dessus, mais en même temps, je l'ai convaincu en lui disant, et si c'était la porte, l'ouverture vers le plus grand nombre de personnes qui puissent entendre parler de vos connaissances, de votre sagesse. Et je crois que c'est ça qui a été Oui, puis mon en fait, tu départ. donnais un second souffle parce que moi, ce que j'ai eu envie de faire, un peu comme la personne qui a écrit ta préface, qui est très connue d'ailleurs, Frédéric Lenoir l'a dit, tout de suite, ce qu'il a voulu faire quand il a écrit ta préface, c'est d'aller relire. Allez. Ben, Ouais. ben, j'ai fait la même chose. Ben oui. Ça redonne un second souffle, entre Mm. guillemets, d'actualité. Donc, je pense qu'il y a plein de raisons pourquoi ton co-auteur a décidé d'embarquer dans l'aventure. C'était vraiment intéressant. Voilà. Et toi, mon cher Benoît, ton idée de départ, parce que toi, c'est ton premier livre, c'est super important, ça, en plus, dans une carrière d'auteur, euh, Ouais. de professeur, comme tu es. Alors, c'est parti d'où, ça? C'était important? Ben, en fait, c'est ça. Moi, je suis conférencier dans ce domaine-là depuis quelques années. Donc, j'avais quand même une histoire de comment monter tous les différents éléments. Mais il faut savoir, j'avais coécrit un livre avec quelqu'un d'autre en premier lieu, il y a à peu près 2 ans, sur le OK. sport et Ah l'entrepreneuriat, oui, excuse-moi. puis qui m'avait mis dans la piste Oui. de l'écriture et tout ça. Je voulais me tester, j'ai eu des bons échos. Et finalement, ça m'est amené à signer ce premier ouvrage en solo avec le même éditeur que toi, encore une fois, on Ben se oui. rejoint. Quel Euh, hasard. Quel hasard, même date, presque. Bref, Mm. il y a toutes sortes de coïncidences étranges, intéressantes. Et je suis arrivé en plein confinement. J'ai saisi mon opportunité d'écrire parce que je l'avais signé en septembre, ce projet de livre-là. Je n'avais pas écrit une ligne au mois de mars. Et j'ai saisi mon opportunité avec le confinement. Je Mm. me suis très autodiscipliné pour le livrer à temps parce que c'était quand même un travail contre la montre. Et ça s'est fait. Et c'est sur les relations, en fait, les relations, les habiletés relationnelles. Tu le sais, tu le cites aussi. Il y a une grande étude de l'Université d'Harvard qui nous a appris que c'était le facteur numéro un du bonheur chez l'être humain, les relations qu'on entretient. Alors, pour toi, c'est j'imagine, ton champ d'expertise, d'activité. Mais pourquoi c'était important de le faire découvrir encore plus, peut-être, ou de permettre à plus de gens d'en devenir conscients? De le démocratiser, de le Ouais. populariser dans un et le timing est parfait, je dois dire, avec Mm. la pandémie, etc. On essaye de faire en sorte de ressortir le côté humain à travers des Ouais. écrans juxtaposés. C'est pas si évident que ça. Donc oui, je crois que
avec les technologies qui s'accélèrent, avec un contexte qui est de plus en plus technologique, l'être humain à son meilleur va devoir vraiment ressortir. Je dis toujours à mes étudiants de début vingtaine que le contexte actuel est extraordinaire pour les gens extraordinaires qui ont su trouver le sens de pourquoi ils font les choses, leur X. Moi, c'est dans la communication. C'est mon X et je peux en fait le dupliquer à plusieurs niveaux, auteur, communication, enseignant, etc. Mais pour la personne de la génération des débuts 20 ans qui, malheureusement, ont moins d'inspiration, moins de motivation et sont plutôt de nature à faire le minimum, eh bien, c'est une génération en ce moment qui ne va pas bien aller pour eux parce que les robots, les technologies s'accélèrent. Ça m'amène à te poser la question pour toi également. Hein, les relations sont notre point de départ. Moi, c'est l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. J'en ai fait une carrière. De ton côté, j'ai l'impression que les relations, c'est toujours le fil conducteur. On regarde ce livre-là, fil conducteur, la relation. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de cette relation avec Thomas et le fond de l'histoire du Petit Prince. Parce que, tu sais, par exemple, la rose et le renard, l'amour et l'amitié, c'est pas tout le monde qui est familier avec ça. Puis je trouve que c'est un bon point de départ, là. Tout à fait. Puis, tu sais, la relation avec Thomas, d'abord, puisque c'est le socle de tout le reste, je t'ai dit, c'est un cadeau dans ma vie. À un moment donné, j'étais chez lui pour une rencontre parce qu'on se voyait toutes les semaines pour l'écriture de ce livre-là. Et il m'a carrément dit, est-ce que je peux vous adopter? Écoute, je retenais mes larmes. Je trouvais ça tellement touchant. Puis on en parle dans le livre on a appelé ça l'adoption spirituelle. Tu sais, comment on peut choisir d'adopter d'autres êtres humains parce qu'on a envie de cheminer avec eux. On a envie d'être là pour eux aussi. Puis c'est tout le propos du Petit Prince. C'est la même chose. On le voit dans l'histoire du Petit Prince. Puis dans toute l'œuvre, je crois, de Saint-Exupéry, à quel point l'amitié et l'amour, c'est tellement important. Mais de quoi ça découle? C'est les relations qu'on entretient. Donc, à quel point on a à nourrir tout au long de notre vie, nos relations, autant d'amitié que notre relation amoureuse, prendre soin, être attentionné, la présence, tout ça. Ce qu'on perd, tu sais, ce que tu disais tantôt pour la jeune génération, c'est un beau défi parce que avec les technologies aujourd'hui, parfois, ça nous rend moins présents, tu sais, dans un sens. Alors, je pense que on le voit encore plus quand on lit Le Petit Prince, quand on discute avec un homme comme Thomas de Coninck qui a 86 ans aujourd'hui, qui est d'une autre génération aussi. Mais c'est important, puis je pense que ça change la vie pour le mieux. Ça m'amène à te poser une question vraiment que moi, c'est une de mes fondations du livre, Point de départ. Je mets beaucoup l'accent sur réapprendre à apprendre, la curiosité. Je veux te la poser. Le désir d'apprendre, cette curiosité intraitable, si je peux dire, que tu as. Parce que, bon, tu ne te limites pas à des livres qui sont dans ton fil conducteur naturel. Tu t'en vas dans des zones un peu plus compliquées. À quel point cette curiosité sans borne qui ne s'éteint jamais, à quel point c'est important dans cet ouvrage, dans ta vie en général, pour toi? Ben, je pense que c'est mon moteur, probablement. Tu sais, moi, une des choses que j'aime le plus, c'est apprendre pour après, comme toi, ma profession, c'est clair que c'est dans les communications. Donc, j'ai très, très envie. En fait, je peux juste une envie. Je ne peux pas m'empêcher de retransmettre. Mais pour retransmettre, je veux dire, il faut d'abord que je sois moi-même stimulée, que je me sois nourrie par quelque chose. Et qu'est-ce qui enclenche tout le processus? Ben, c'est sûr que c'est ma curiosité. Je veux toujours en savoir davantage. Et surtout, par rapport à l'être humain, j'aurais pas une curiosité, peut-être, il y a des domaines dans lesquels je suis moins curieuse aussi. Mais par rapport à l'humain, à son évolution, son développement, comment, par exemple, on peut être davantage dans l'amour que dans nos peurs, comment on peut mieux interagir les uns avec les autres, être davantage dans la lumière, ce genre de choses-là. Ça, c'est insatiable. Je pourrais pas m'arrêter de faire des recherches sur ce genre de sujet, mais j'ai l'impression que c'est ce qui fait aussi qu'on veut toujours continuer. Tu sais, pourquoi tu penses que toi, tu as réécrit un livre par toi-même, d'ailleurs, que tu retransmets à tes étudiants? J'ai l'impression que c'est la même chose. Je vois les piles de livres derrière toi. Je me dis, je crois qu'à mon avis, tu dois être aussi curieux, sinon plus. Ben, en fait, c'est sûr que, encore une fois, puis je le dis dans mon livre, c'est la première fondation pour pouvoir développer son coffre à outils, c'est l'attitude, d'avoir la bonne attitude. Quand je t'ai rencontré la première fois, moi, j'ai été ébloui vraiment par ce que tu dégageais et l'authenticité aussi de ta manière d'être. Et la deuxième chose, une fois qu'on a cette bonne attitude,
c'est cette curiosité sans borne qui nous propulse dans des crises comme celle qu'on vit actuellement. Des gens comme toi, c'est des gens qui vont saisir une opportunité cachée derrière une roche, par exemple, parce que on se réinvente naturellement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pendant la crise. Benoît, je dois me réinventer, je ne sais pas comment faire. Mais des gens qui sont toujours armés d'une curiosité qui pousse à un apprentissage constant, c'est comme un produit complémentaire se réinventer parce qu'on le fait constamment. Le contexte aura juste accéléré notre réinvention tout simplement. Donc, c'est pour ça que pour moi, la curiosité, il faut la développer. C'est une compétence qu'on peut développer. Et plus qu'on est curieux envers autrui, plus qu'on est poussé à vouloir apprendre davantage. Donc, vraiment, on reflète beaucoup ces deux éléments. Puis là, je veux juste en profiter pour aller sur une petite piste, la vulnérabilité, parce que tu as parlé d'authenticité. Puis dans ton livre, moi, ce qui m'a particulièrement touchée, mais là, ça c'est mon côté fille, tu vas dire peut-être, tu sais, tu as une matière qui se tient, comme le professeur universitaire que tu es aussi, l'enseignant, le conférencier à l'international. Donc, on voit qu'il y a une super structure, que les notions sont quand même très bien définies, tout est là. Puis en même temps, moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans ton livre, c'est le fait que tu oses la vulnérabilité. C'est que tu nous amènes dans un sujet qui est primordial, autant pour l'être humain que pour les sociétés, les entreprises et tout. Mais tu sais, quand tu nous parles, par exemple, de l'avènement du cancer dans la vie de ton père, est-ce que ça a amené, les gens découvriront sans doute l'histoire, mais est-ce que pour toi, c'est un naturel d'être capable d'être vulnérable comme ça? Je trouve ça important parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple, des fois, que je trouve qu'ils n'osent pas assez ça, ou des gens de pouvoir, on va dire. Et pourtant, ça fait tellement de bien, ça change tout, ça ouvre. En fait, effectivement, et d'après moi, si je me fie à mon pif, comme on dit, je crois que c'est comme ça que tu as réussi à coécrire ce livre. Tu t'es probablement rendu d'une certaine manière vulnérable avec ton co-auteur, c'est certain. Quand on se rend vulnérable, on se rapproche des gens. Contrairement à ce qu'on pense intuitivement, qu'on s'éloigne des gens. Quand on se rend vulnérable, par exemple, j'ai une belle histoire dans le livre où je dis, un de mes amis qui est chef d'une grande organisation m'a appelé en plein confinement, puis je dis, comment ça va, mon cher ami? Puis il n'allait pas bien, il dit, Benoît, ça va mal à la shop. Je dis, mais pourquoi tu ne le partages pas à ton comité de direction? Il dit, ben non, si je vais lancer un mauvais message. De quoi je vais avoir l'air? Exact. Je dis, non, tu vas lancer un excellent message. Je l'ai convaincu de le faire. Et il m'a rappelé aussitôt, il dit, c'est incroyable, tout le monde se sont mis à s'ouvrir sur leurs états d'âme, je n'étais pas le seul. Donc, c'est un très bon... fait que moi, j'ai voulu utiliser des passages de mes vies où je me suis moins bien débrouillé, où j'ai fait une action où j'en suis pas fier après coup, mais pour dire, hey, je vous ouvre à mon jardin secret pour que vous puissiez en faire autant dans vos vies personnelles. C'est jamais pour me mettre en lumière. Alors, si tu as remarqué dans le livre, souvent, quand c'est mes histoires personnelles, c'est que j'ai fait quelque chose, une gaffe. Sinon, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que je partage l'histoire. C'est surtout ça. Mais je veux rebondir là-dessus sur la vulnérabilité de ton côté. Moi, j'adore. La première chose que j'ai vue, là, je l'ai souligné en quelques couleurs, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. J'ai adoré. Ça me faisait penser à mon avant-propos à moi. Et c'est tellement vrai. Mais en même temps, pour voir avec le cœur, il faut être très vulnérable. Je veux que tu me partages un peu ta philosophie associée, parce que tu as fait quand même un cours de philosophie à travers ce cours, à travers cette écriture-là, même plus. Je veux que tu me partages cet élément-là d'un point de vue philosophique. Oui, ben écoute, je crois que quand on est capable justement de cette vulnérabilité-là, c'est que là, on est vraiment dans le cœur. C'est pour ça, le voir avec, tu sais, voir les yeux du cœur, c'est exactement ça. Moi, je pense que ça fait la différence avec l'ego. Avec l'ego qui est en mode peur, en mode protection, des fois surprotection. Tandis que quand on descend dans le cœur, tu sais, c'est ça qui nous permet aussi d'aller davantage sur le terrain de l'autre. Tu parles de ça dans ton livre aussi, mettre ses souliers, là, tu sais, même descendre dans la cave. C'est ton expression. Est-ce que tu es descendu dans la cave avec lui? Mais c'est tellement puissant, ça. Et c'est là c'est les yeux du cœur qu'on porte là, sur le monde quand on descend dans la cave avec l'autre, quand on fait ce genre de choses. Alors, c'est ça qui, pour moi, est nécessaire encore plus dans notre monde d'aujourd'hui. J'ai une question, parce qu'il y a une page, d'habitude, je surligne, mais là, j'ai sorti toute la page dans ton livre. C'est le pardon. Parce que le pardon, excuse-moi, mais il faut être vulnérable pour accepter de pardonner. Corrige-moi si je me trompe. J'ai trouvé ça très intéressant comment tu l'as amené, sincèrement. J'ai vraiment aimé.
à un point tel que j'ai tout surligné. Fait que j'aimerais ça t'entendre un peu sur ce passage sur le pardon. Ben écoute, je vais juste rebondir là-dessus en te disant, par rapport au pardon, ce qui me vient, puis c'est probablement parce qu'on est en train de parler de vulnérabilité, mais c'est juste un exemple de ma vie personnelle. Moi, j'ai eu par moment une relation qui n'a pas toujours été facile avec ma mère. Ma mère, aujourd'hui, elle a plus ses facultés cognitives, elle est en CHSLD, elle a la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années. Et quelqu'un dans ma famille m'a dit à un moment donné, ben écoute, je sais que c'est pas facile pour toi, tu sais, avec elle, faut pardonner. Ben, bon, je vous épargne les détails. Puis ce qui m'est venu et que j'ai trouvé formidable, puis je sais que c'est grâce aux apprentissages que j'ai faits avec Thomas, entre autres, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a à pardonner? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à pardonner? Ma mère, elle a fait du mieux qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, tout simplement. Elle m'a donné la vie, c'est grandiose. Puis je pense que c'est tout un cheminement qui nous amène là. C'est sûr que quand on est dans la blessure, quand on est dans le moment où les choses arrivent, c'est pas facile de penser ou de parler comme ça. Mais j'ai trouvé ça grandiose. À ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, pour moi, c'est la grâce de la vie à l'œuvre aussi, là. Fait que, tu sais, le chemin du pardon, il va prendre différentes formes pour tout le monde, je crois. Mais juste au moins d'en parler, de l'explorer, c'est déjà extraordinaire, tu sais. C'est ce qu'on n'ose pas faire des fois parce qu'on est trop comme, ah. Oui, oui, mais j'aime ça, qu'est-ce que tu viens de nous partager, honnêtement. C'est souvent ça, hein. C'est pas nécessairement l'acte de pardon, mais se poser la question, pourquoi pardonner si finalement la personne a fait le mieux qu'elle pouvait, souvent. Ouais, c'est Par ça. rapport à ses capacités, puis par rapport à son bagage. Puis ça nous a fait grandir. Tu sais, toi, tu le racontes dans ce que tu as vécu, c'est quand tu dis que c'est pas nécessairement des choses qui te mettent en lumière, mais en même temps, regarde qu'est-ce que ça t'a permis de devenir. Tu sais, c'est là aussi qu'on se développe. Je pense que la vie sur Terre, c'est ça, l'expérience. C'est pas toujours facile. C'est pas... Moi, l'image que je donne tout le temps, c'est comme, tu sais, quand t'es mort, là, ton tracé, là, il est plat. Hein? Sinon, il fait ça. Ben, la vie, c'est pareil. Hein? On a des hauts et des bas continuellement. Je veux Alors, pas un chef tranquille. ouais, non, non, c'est ça. Ben, en tout cas, il y en a qui le souhaiteraient quand ça brasse trop, des fois, mais c'est ça, c'est l'équilibre qu'il faut trouver de temps en temps. Parlant d'équilibre, avec la pandémie qui vient de dans laquelle on est toujours, Oui. moi, j'ai envie de te questionner sur le sens, l'importance du sens. Surtout que par rapport à quand j'ai écrit Le Petit Prince est toujours vivant, nous, c'était beaucoup pour revenir à l'essentiel aussi de la vie. Ton essentiel à toi ou ce que tu penses que les gens ont besoin, c'est sûr que c'est par rapport aux habiletés relationnelles, mais est-ce que pour toi, le sens, c'est aussi le moteur, au-delà des habiletés relationnelles? Bien sûr. D'ailleurs, une des habiletés relationnelles que je mets en lumière, s'il y en a une à choisir dans le coffre, ça serait Oui, l'autodiscipline. oui, L'autodiscipline, c'est d'être en relation avec soi-même. Et pour être autodiscipline à tous les jours, tu as besoin de la deuxième qui est l'automotivation qui oui. donne le sens. Le sens, c'est sur la vision à long terme. L'autodiscipline te permet de faire chaque fois à tous les jours. Ouais. Ils sont vraiment connectés, la compétence avec l'autre. Et donc, le sens est primordial. Le gros problème, c'est que les gens ne s'arrêtent pas pour y réfléchir. On s'arrête pour aller au garage pour notre voiture, mais on ne s'arrête pas pour soi-même. Et ça, c'est une grande problématique aujourd'hui. Les jeunes et les moins jeunes ont tout ce problème de chercher le sens. Et c'est surtout pas attaché à la tâche qu'on fait, mais au pourquoi on la fait. Ouais. La tâche en soi, des fois, elle n'est pas très importante. Dans le livre, je parle du concierge là, à la NASA, qu'il répond de manière très intuitive au président de l'époque, à John F. Kennedy. Ben, j'aide à envoyer la première personne sur la Lune. Le sens est très clair. Et je peux te dire qu'il le fait avec le grand sourire. C'est une image, mais une image vaut le mot. Trouver le sens de pourquoi on fait les choses, ça nous permet d'écrire, de se lever à 5 heures puis de faire ce livre-là en 6 mois parce que tu comprends le sens de pourquoi tu le fais. Non, mais en fait, ce que j'ai compris, moi, dans ton livre, c'est à quel point le sens est lié à la motivation ou inversement. Complètement. S'il n'y a pas de sens, tu demeureras pas motivé très longtemps. Oui, puis s'il n'y a pas de discipline, ton sens va s'effriter avec le temps. C'est extrêmement lié, c'est des compétences essentielles. Je veux rebondir là-dessus, Christine, parce que si tu avais à définir le sens de ce que tu as écrit, parce que ça vient d'un historique, Le Petit Prince est toujours vivant. Lui, quand il a écrit son livre, à l'époque, qui est aujourd'hui très populaire, il y avait un sens derrière ce qu'il écrivait. Et vous avez comme reflété en version, j'ai envie de dire, 4.0. Je ne sais pas comment l'exprimer, à toi de me le dire, là, mais le sens derrière tout ça.
J'ai l'impression, là, écoute, de ce que j'en ai capté, puis de ce que nous, on a voulu retransmettre aussi, Thomas et moi, très, très lié à l'enfance, à l'importance de demeurer connecté à l'enfance, à l'enfant à l'intérieur de nous. Tu sais, cet enfant qui est pur, qui, lui, est très authentique, il est dans sa vérité, dans sa vulnérabilité, il est très dans le lien avec les Pas de autres. filtre. Pas de filtre. Écoute, je pense que si tout le monde, on cheminait juste un petit peu plus vers à se reconnecter avec cet enfant intérieur-là, my God, ça serait surprenant, là, les résultats. Tu sais, lui tendre la main, en fait, pour cheminer avec lui. Mais toi, t'as ça. Toi, on voit le petit garçon, Benoît Chalifou, l'adulte, OK. Mais moi, à chaque fois que je te parle, à chaque fois que je te vois, puis même quand je te lis, en lisant le livre, c'est la même chose. Le petit Benoît, il est toujours là, là. Absolument. Euh, Écoute, je ne peux m'empêcher de te parler de comment cette création a été possible. Hum, C'est le retour de Thomas à son hum, enfance, où hum, il a usé de sa curiosité qui est très intacte à notre enfance. Je vais rebondir sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais l'enfant, là, est très curieux naturellement, il pose des questions sans arrêt. hum. Pourquoi ça s'arrête quand on arrête les études? Pourquoi ça s'arrête à un certain moment? Il faut que ça se perpétue comme tu Hum. réussis à le faire à tous les jours. Donc, l'enfant, là, la sagesse de l'enfant dans ce livre-là, c'est bien illustré. Pourquoi? Puis c'est le résultat de l'enfant dans notre cœur, Hum. ce livre-là, en quelque sorte. Oui, je pense que oui. Ben, en tout cas, celui qui a envie de venir réveiller les autres enfants qui liront le livre. Puis quand je dis les autres enfants, dans leur corps d'adulte, évidemment. Mais en même temps, c'est toute la base là, de la vie aussi. Puis tu as raison. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, on coupe le lien comme ça, où on veut tellement devenir des adultes sérieux. Tu sais, c'est quoi cette À histoire? quoi bon? À quoi bon? D'ailleurs, Moi, c'est bien plus fun de jouer. ben, bien sûr, et moi, le livre, j'ai utilisé, en guillemets, de la bonne manière, mes enfants dans le livre, parce Oui. que mes enfants m'ont beaucoup appris, en fait, que l'émotion qu'on vit nous lance un message. Si Oui. c'est positif, continue, et si c'est négatif, fais une action. Mais si on ne veut plus comprendre les messages qu'ils nous envoient, mes enfants, 2 et 5 ans, m'ont beaucoup appris sur le sujet que j'ai écrit, beaucoup plus que dans la littérature, en fait. L'observation que j'en ai fait, là, m'a beaucoup aidé. Ben, il y a Vraiment ce que tu écris, j'imagine, par rapport à tes connaissances et tout. Puis là, ben, tu les vois en action et ça vient exact, corroborer confirmé. Oui. ce que tu as écrit, effectivement. D'ailleurs, Benoît, là, je peux pas m'empêcher, mais tu sais, tu parles beaucoup de l'importance de l'empathie dans ton Oui. livre. Puis avoue que les enfants sont quand même très empathiques en général, hein? On dirait qu'ils ressentent les émotions. En fait, il y a toutes sortes de catégories d'empathie, là, et j'en Oui. parle, mais il y a l'empathie cognitive, émotionnelle, etc. Mais les enfants, effectivement, vont percevoir des choses qu'on perçoit moins. Mm. Pour des raisons évidentes, c'est qu'on est beaucoup moins dans l'observation que quand on était jadis enfant. Ben oui. On a beaucoup plus de choses dans notre cerveau à réfléchir au moment présent. Et donc, on oublie tous ces éléments-là, mais les enfants ont cette capacité de réagir face à si je fais semblant d'être triste, ben, ma jeune fille va tout de suite venir me coller et c'est sans filtre. Donc, l'empathie, là, et l'empathie, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre. Hein. C'est des fois tout simplement de tendre l'oreille. D'autres fois, de dire, ben, gars, Christine, tu m'as partagé tes états d'âme, je ne sais pas trop quoi dire, mais Mm. merci de me Mm. permettre d'être dans ton jardin secret. Puis, gars, je suis là, that's it. Je peux Juste pas d'écouter. Des fois, c'est ça. Je pense que ce que tu amènes dans ton livre, entre autres, que je trouvais fort important, c'est à quel point, des fois, c'est juste de se permettre d'être, tu sais, d'être là, là. C'est Oui, ça aussi, quand tu parles d'écoute, quand tu parles d'empathie, c'est de dire, pas toujours essayer d'avoir les solutions ou de vouloir régler. Des fois, c'est pire. Des fois, la personne, elle a juste besoin de quelqu'un qui est à côté d'elle, puis qui est dans la compassion, tout simplement. absolument. Et ça m'amène en fait, à un sujet qui m'a beaucoup interpellé, mon chapitre préféré. On Oui, a le droit d'avoir un chapitre préféré dans un livre. Moi, bien mon sûr. chapitre préféré, c'est sur la providence. Ouais, tu Parce me que, surprends. parce que moi, j'ai une croyance que rien n'arrive pour rien Mhm. dans la vie. Mais vraiment, là, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est d'ailleurs ce que tu m'avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et tout ce que tu parles de notion de providence et de synchronicité, là, ça me parlait énormément parce que c'est nous qui créons notre monde finalement.
Si je me dis avec Christine qu'il n'y a pas de hasard, on va mettre les choses en place pour pas qu'il y en ait en quelque sorte. Donc, j'aimerais t'entendre, parce que ce chapitre-là, je dois dire, je l'ai relu 2 fois, pour tout dire. Ça m'a beaucoup parlé, énormément parlé. J'encourage tout le monde à porter une attention à ce chapitre parce que vous allez peut-être élucider des mystères en bien élaborant une stratégie derrière la providence. Oui, ben en plus, la providence, tellement un mot qu'on n'utilise plus tant que ça, tu sais, ça fait un peu concept désuet. Et moi, je te dirais que je prends un malin plaisir à ramener des fois des trucs comme ça, de dire, ouais, mais attends, si on en reparlait un peu, si on analysait la chose, là. Et la providence, pour moi, ben c'est lié à cette espèce de danse. Moi, pour moi, la vie, c'est comme une danse. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. On est continuellement invité à danser avec la vie, mais est-ce qu'on répond ou non? Tu sais, c'est la même chose dans les relations avec les autres, dans les habiletés relationnelles. Quand tu dis que ça s'apprend, que tout s'apprend, que ce soit l'empathie, etc., ben c'est ça, c'est pour l'apprendre, il faut d'abord que je dise oui à l'invitation qui m'est lancée. Et je pense qu'à partir du moment où on fait ça, il y a la vie qui nous vient en aide. Donc, pour certaines personnes, selon leurs croyances, ils vont parler de Dieu, ils vont appeler ça de différentes façons. Et c'est tout à fait respectable. Mais c'est ça, c'est chacun pour soi. Mais moi, je pense, au-delà de ça, là, il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous accompagne. C'est pas possible. Tu sais, tout se tient par quelque chose. Et donc, on a à suivre peut-être davantage ces espèces de chemins-là synchronistiques où on se dit, ah, c'est drôle, c'est un peu bizarre ce qui arrive là. C'est comme ta rencontre avec ton co-auteur Thomas. Ouais. Il y a eu une raison d'être derrière ça. En fait, c'est ça. La providence, moi, contrairement à ce que tu dis, je trouve ça inspirant dans le sens que c'est pas une vieille patente. Moi, j'avais vraiment l'impression, hey, c'est un mot nouveau pour moi qui amène des étincelles. Juste la providence me stimule. Juste le mot. Ouais. Donc, oui, c'est un beau mot. C'est un très beau mot qui donne de l'inspiration. Et là, quand tu commences à lire ton chapitre, tu te dis, oh, OK, c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'ai vu. Ceux qui se mettent des barrières, des limites dans leur communication interne, c'est ceux qui ne croient pas à la providence parce qu'ils vont se dire, ben, j'ai rencontré celle-là, ben, elle était devant moi. Oui, mais il y a une raison. Ben oui, puis va plus loin, c'est ça. C'est ça, ben c'est ce que ton livre nous amène à faire aussi. Moi, je souhaite, écoute, de toute façon, là, on pourrait aller à une dernière question peut-être, là, Benoît, si tu veux, vu que le temps file, mais moi, je veux juste dire une chose. Ce livre-là, ben je l'ai dit de toute façon sur les médias sociaux, là, si les gens vont revoir ma fameuse publication, et il y en aura sans doute d'autres, mais je crois que c'est une invitation de la Providence, ton livre, en quelque sorte. Et là, je parle à plus grande échelle, là, pour dire justement, faisons quelque chose, surtout dans ce qu'on vit actuellement, où on a l'impression qu'on est moins dans le relationnel parce qu'on peut moins être physiquement ensemble. Mais ce n'est pas que ça, les relations qu'on entretient, bien au contraire. Alors que toi, tu as fait l'espèce d'éventail de tout ce que ça concerne et de toutes ces manières dont on peut entrer en relation, développer ces habiletés-là. Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. Et ça revient, quand je te dis ça, à mon fameux petit prince, qu'est-ce qui est essentiel? Essentiel. Bien, la vie est en train de nous le montrer. J'ai même l'impression, je vais aller plus loin, qu'elle nous en prive en partie de nos relations pour qu'on en prenne soin davantage, qu'on ait encore plus de gratitude, qu'on en devienne plus conscient et qu'on fasse quelque chose avec ça. De mon côté, moi, tu m'as redonné le goût à la philosophie parce que la philosophie que j'ai appris au collège m'avait un peu endormi, je dois dire. Des propos, c'était comme un casse-tête. C'était tout aligné le texte, mais j'avais l'impression que c'était un casse-tête. Alors qu'il y a une vulgarisation des propos philosophiques là-dedans qui nous donne envie de sauter dedans les pieds joints. Ça, c'est mon premier ressenti. Puis un ressenti plus personnel par rapport à la personne que tu es, que je veux partager à tout le monde, parce que c'est une grande qualité que tu as. J'en parle dans le livre. J'ai remarqué, j'ai constaté que les gens qui ont beaucoup de succès, peu importe comment on veut définir le succès, mais dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils accomplissent, c'est des gens qui sont dotés d'un altruisme sans borne. Et ça, c'est ce que tu fais au quotidien. Tu célèbres toujours le succès des autres, tu es toujours en train de mettre de l'avant les autres. Depuis tantôt, je t'en ai que tu reviens sur le livre, puis moi, je vais revenir sur le tien, puis tu es toujours en train de... Donc, et ça, c'est une grande qualité que tu as, je trouve, remarquable. Vraiment, là, et c'est tout à ton honneur, je te lève mon chapeau. Merci, Benoît. Mais sais-tu quoi?
j'ai senti la même chose que toi tout au long de l'entrevue. Je me dis, il met bien trop la lumière sur mon livre, mais voyons donc! On a Tu du vois bien, plaisir. comment on est fait l'un et l'autre. Mais écoute, c'est un plaisir quand même de faire ça avec toi. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs de ma vie que je fais une entrevue croisée comme ça avec deux livres. Donc, c'est super. Tu m'as sorti de ma zone de confort. Un autre des sujets qui fait partie autant de ton livre que du mien. Et puis, j'ai une dernière peut-être question rapidement. Qu'est-ce que tu souhaites dans le meilleur des mondes? Tu sais, qu'est-ce que tu souhaites que tes lecteurs en retirent de ton livre, le cadeau ultime, là? Le cadeau ultime, c'est de revenir à l'essentiel, un peu comme le cadeau que OK. tu souhaites offrir à tes lecteurs. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on puisse basculer justement dans l'au-delà, c'est-à-dire dans une connaissance plus profonde de qui on est, parce Mm. que c'est ce qui nous permet d'améliorer notre boîte à outils que je partage. Et ça passe par ce que tu viens d'évoquer, étirer sa zone de confort, l'étirer pour se découvrir des talents cachés Mm. et également des opportunités cachées que Mm. la vie a à nous offrir. Connaissance de soi 4.0 pour pouvoir bonifier son coffre à outils et retourner à l'essentiel, les belles relations qu'on a autour de nous. Donc voilà, Magnifique. un vrai plaisir. C'était la première fois, moi aussi, entrevue Oui, croisée. Ça a été un grand plaisir. J'espère que les auditeurs et auditrices vont avoir du bien sûr. plaisir à nous écouter. Ben, merci de votre attention. Merci à toi, Benoît. Puis, comme je dis souvent, que le meilleur arrive, que le meilleur soit. Hein? Yes, je t'embrasse. Moi Merci. aussi. Ciao. Bye. Et là, je